Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance sur RLP. Nous sommes donc en 2023 pour une 4e saison. Nous allons repartir pour une 4e année ensemble. Cette année, je vous promets de l'actualité, des experts, de l'activisme et peut-être aussi parfois un peu d'humour et de détente. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire. Donc dans ce numéro 157, oui, vous avez bien entendu, voici la 157e émission de Famille, Justice, Enfance. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Gaël Costemenier ainsi que Maxime Villejaubert pour parler d'un nouveau projet de constitution de liste aux européennes, la liste Défendre les enfants, car il y a vraiment beaucoup à faire sur ce sujet. Nous en parlons avec eux tout de suite. C'est une exclue RLP. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Aujourd'hui avec Gaël Costemenier et Maxime Villejaubert pour un projet, je crois, qu'ils ont à nous annoncer. Alors, je ne sais pas si tout le monde vous connaît, vous avez bien entendu plusieurs fois sur nos antennes Gaël de DDPE, qui était aussi aux origines d'Équité Parentale, on a une longue histoire en commun. Gaël, tu es là ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu nous annonces là déjà ? Qui es-tu et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, qui je suis ? Je suis le président de l'association Droits du parent et de l'enfant. Et effectivement, nous avions participé au début de l'équité parentale avec tous les mouvements devant pas mal de tribunaux en France. On avait essayé tous les tribunaux de France. C'était en mai. Alors l'année, ça fait un petit moment maintenant. Mais 2018, donc, avant de faire les préfectures. 2018, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, Droits du parent et de l'enfant, nous sommes une association nantaise. On fait du soutien personnel et psychologique dans des situations d'exclusion et d'aliénation parentale et familiale. Et donc, le projet qu'on annonce actuellement, c'est une rebelote du projet qu'on avait lancé en 2019, c'est-à-dire une liste pour les élections européennes. D'accord, et je vois que tu es accompagné de Maxime Villejaubert. Maxime, bonjour, tu es là aussi ? Bonjour, oui, je suis bien là. Bonjour. Alors, pour ceux qui te connaissent moins, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Alors, moi, je suis un membre de l'association Égalité Parentale, mais aussi un administrateur sur la page Papa en colère. Donc moi, ça fait à peu près 3 ans que maintenant je suis administrateur sur cette page. Et j'ai connu Gaël en 2022 lors de la marche pour l'égalité parentale. Alors, égalité parentale de l'ex-président Thierry Burger, qui notamment s'est fait connaître pour beaucoup de lobbying politique, si je ne m'abuse. Exactement, tout à fait. Oui, la principale occupation de l'association, c'est vraiment de faire du lobbying auprès des politiques pour faire changer les lois actuelles qui sont plus d'actualité, on va dire. D'accord. Alors, une liste aux européennes, certes, mais j'ai cru comprendre que c'était pas la première. D'ailleurs, effectivement, la dernière, j'étais aussi avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois exactement, Gaël ? Eh bien, la dernière fois, déjà, on avait parti plein d'énergie, très optimiste, et on a récupéré naturellement le formulaire CERFA des candidats sur le site du ministère de l'Intérieur, donc en janvier 2019, année d'élection. Et sauf qu'il s'est avéré que le ministère de l'Intérieur avait laissé sur son site un CERFA qui n'était pas en conformité avec la loi, qui était périmé. Et 2 mois avant le scrutin, ils ont modifié le CERFA disponible en ligne. Nous nous en sommes rendus compte, nous, 1 mois juste avant, on a dû rapidement, en catastrophe, refaire tous les dossiers de chaque candidat. Et malheureusement, on a eu des dossiers qui étaient imprimés. Et ces dossiers imprimés nous ont été refusés au motif qu'ils étaient numériques. Pourtant, normalement, un document numérique a la même valeur qu'un document qui n'y est pas. Et du fait de ce problème de CERFA, on s'est retrouvé dans une situation assez complexe. Notre liste a été refusée. Une autre liste avait été faite. Eux, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un changement de CERFA parce que le ministère n'a pas communiqué sur ce changement, sur cette erreur. Et donc, le jour du dépôt, ça a été refusé. Ils ont fait un recours au Conseil d'État. Ils ont eu l'autorisation de refaire tout leur dépôt en 48 heures, ce qu'ils ont pu faire. Et à l'époque, la presse avait mentionné effectivement qu'il y avait une liste supplémentaire sans expliquer qu'effectivement, il y avait ce problème de document qui, je pense, questionne par rapport à l'importance d'une élection comme celle-là. Oui, parce qu'il faut quand même expliquer aux gens que monter une liste, c'est quand même un très gros travail. Il faut beaucoup de gens. Combien faut-il de personnes déjà ? Alors, en 2019, il fallait 79 candidats, c'est-à-dire le nombre de sièges pour la France. D'accord. Et là, cette année,
L'année prochaine, en 2022, il faudra 81 candidats. Il y a 2 sièges de plus. Donc en 2024, il faudra 81 candidats et donc il faudra Voilà. au moins 40 ou 41 femmes. Exactement. Alors, il y a une très bonne règle, effectivement, qui est la règle de la parité. C'est-à-dire que si la tête de liste est un homme, la deuxième position, c'est une femme, et ainsi de suite. Et si la tête de liste est une femme, la deuxième position, c'est un homme, et ainsi de suite. D'accord, ce qui veut Et dire c'est en une fait parité de plus. il faut réussir à synchroniser 81 personnes sur le territoire avec des CERFA, une charte commune, des réunions, c'est un gros travail. Et effectivement, quand les règles changent 2 semaines avant la date de limite, ça peut poser des problèmes à des structures comme les vôtres, quoi, comme ça qu'on a Alors, vu. effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir des émissions télévisuelles présenter les têtes de liste, alors qu'au moment où ces émissions ont lieu, souvent, les dépôts de liste n'ont pas encore été faits. Ouais, C'est des choses qui tiennent sur l'organisation des élections. Après, effectivement, nous, notre liste, on avait une charte. Donc, on repart pareil de la même manière avec une charte. C'est une charte assez simple, de bon sens. que tu peux nous exposer ici d'ailleurs. Alors, oui, tout à fait. Alors, donc, déjà, les candidats qui seront dans notre liste adhèrent à la Convention internationale des droits de l'enfant. Le CIDE. Ils reconnaissent la CIDE, voilà. Donc, ils reconnaissent l'existence de l'exclusion parentale et de l'aliénation parentale. Ils s'engagent à lutter contre toutes les formes d'exclusion parentale et familiale, particulièrement celles résultant de l'aliénation parentale et familiale. Ils reconnaissent l'égalité de droit entre les parents, les pères comme les mères, les grands-pères comme les grands-mères, etc. Ils s'engagent à lutter pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines. Ils s'engagent à ne pas inciter naturellement à la haine raciale, à ne pas dénigrer autrui. Et puis ils demandent le respect dans les faits de l'article 1er de la Constitution qui stipule que effectivement les gens sont traités à égalité devant la loi, tous les citoyens sont traités à égalité indépendamment de leurs origines, leur race, leur religion, etc. Donc c'est une charte qui est de bon sens, de principe. Naturellement, des personnes qui ne signeraient pas cette charte ne pourraient être acceptées sur notre liste. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, la liste aux européennes qui va s'appeler Défendre les enfants. Maxime, qui aujourd'hui fait déjà partie de cette liste et qui se présente avec vous? Alors déjà, on est 2, il y a Gaël et moi qui se présentons sur la liste. Et pour la suite, on est en pleine recherche pour savoir qui va se présenter. D'accord. Donc en fait, il y a aussi un appel à candidature, c'est ça? Alors tout à fait, il y a un appel à candidature. C'est l'objet aussi de notre participation à l'émission. C'est-à-dire que, alors on est un peu plus que 2, on commence à déjà avoir des personnes qui ont répondu positivement. On est vraiment sur un minimum pour l'organisation, sur les membres actifs. C'était le même cas en 2019 également. Ça n'empêche qu'on avait une liste complète et qu'on va y arriver aussi cette année. Oui, déjà, s'il y avait 79 personnes il y a 4 ans, il y a une probabilité qu'un certain nombre d'entre eux reviennent. Tout à fait. Certains ont déjà re-signé, oui. D'accord. Bon, donc on est dans une phase de mise en place. Alors, pour expliquer aux gens de manière générale, parce que je suppose que là, c'est l'annonce, c'est la première déclaration officielle de création de la liste, il va falloir un petit peu dire aux gens quelle est la raison d'être de la liste et quels sont les thèmes portés et ce que vous voulez faire, en fait. Alors, tout à fait. Déjà, on peut noter que les droits de l'enfant, la Convention internationale des droits de l'enfant, n'est pas appliquée pleinement par les États membres de l'Union, et que ça n'est pas normal, que le travail que fait la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas suffisant, n'est même des fois pas en défense du droit des personnes, parce qu'il y a des cas où le droit des personnes n'est pas effectivement défendu, et où pourtant la CIDE, la Cour européenne des droits de l'homme, rejette les requêtes qui sont faites. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de coordination et d'application effective des droits de l'enfant. Alors il y a le cas naturellement spécifiquement français que nous on connaît, avec notamment l'aide sociale à l'enfance, la justice familiale, les choix de la justice familiale aussi. En France, on est à 12% de résidences alternées seulement. C'est un des taux les plus bas de toute l'Europe. C'est assez dramatique, et pour les enfants, et pour les mères, et pour les pères. Donc nous, on se bat pour faire en sorte que, tous ces parents-là soient reconnus. Et quand on dit tous ces parents-là, c'est aussi les parents, par exemple, quand il y a des couples homosexuels. Homoparentaux. Homoparentaux, voilà. Des couples homoparentaux, s'il y a une séparation, bien souvent, pour un conseil de femme, par exemple, la mère qui a porté l'enfant est favorisée par rapport à la mère qui ne l'a pas porté. Ah oui, j'avais fait une émission dédiée en interviewant plusieurs associations sur ce sujet. Les couples homoparentaux, dans les cas de conflits familiaux, de problèmes de divorce, sont encore plus vulnérables que les couples traditionnels parce que leurs droits parentaux ne sont pas respectés
du tout. Il faut passer par des processus d'adoption et autres, c'est extrêmement complexe. Donc en fait, on a une problématique de défense du droit parental, du lien parental, de demande d'égalité homme-femme et de synchronisation entre les États européens. C'est bien ça? Exactement. Surtout que, sans le dire, en fait, nous, on aimerait bien que le mode de garde par défaut de base, ce soit la résidence alternée, et la réponse qui est souvent faite, c'est il faut étudier les cas, justement, au cas par cas. Or, dans les faits, c'est pas ce qui est fait. Dans les faits, il y a un mode de garde par défaut qui est choisi massivement par la justice en France. C'est le mode de garde dit classique, qui en fait n'a de classique que le nom. Il est surtout violent et inégalitaire. Il impose à l'enfant un parent principal et un parent secondaire, sans aucun motif, sans aucun argument psychologique ou autre. Il impose à la mère, parce que c'est très massivement la mère qui est désignée comme parent principal. C'est vrai que c'est très 19e siècle. La mère est surtout avec les enfants, donc ça veut dire que ça l'empêche en grande partie d'envisager sa carrière professionnelle, mais aussi sa vie personnelle, puisqu'elle a l'enfant 75% du temps. Et puis ça empêche aussi l'autre parent, le père, qui est massivement celui qui est considéré comme secondaire, qui en général astreint à payer, voilà. Cette parentalité passerait par un aspect financier. Ce parent-là, ça l'empêche d'investir justement sa parentalité et d'avoir le temps nécessaire pour être actif. Et si on peut rajouter quelque chose, ça montre un modèle parental à nos enfants qui est effectivement pas bon du tout. C'est-à-dire qu'on leur montre que la famille monoparentale est la norme, à la place de leur montrer que chacun des deux parents doit être investi dans l'éducation et la vie de l'enfant. Alors, il m'a semblé aussi constater, au bout de... on approche les 200 émissions, nous ici, que c'est un système qui, comment dirais-je, pousse et encourage des situations conflictuelles. Parce qu'en fait, la situation conflictuelle est un moyen de gagner de l'argent ou d'embêter l'autre ou de garder l'enfant. Or, nous avons, dans une société de recomposition, énormément de recomposition, et donc par ce système de conflit. Le but de la liste n'est-il pas aussi de faire en sorte que les États européens se synchronisent correctement dans les cas de déménagement, de choses comme ça? Est-ce que vraiment il y a un travail en commun des divers États européens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des jurisprudences? Est-ce qu'il y a des organismes communs? Comment ça fonctionne? Alors aujourd'hui, au niveau européen, il y a beaucoup de discours. Dans les faits, il n'y a strictement aucune coordination entre les États pour faire respecter les droits de l'enfant. C'est-à-dire que si un État de l'Union européenne ne respecte pas les droits d'un enfant qui est binational avec un autre pays de l'Union, il n'y aura pas de coopération entre ces deux États pour essayer de faire respecter les droits de cet enfant. C'est-à-dire concrètement, si quelqu'un déménage en Belgique, en Pologne ou en Roumanie, c'est quelle législation qui se met en place? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun à tous les États ou est-ce que c'est local? Comment on travaille? Alors il y a plusieurs choses. En fait, le parent si un des parents s'en va avec l'enfant, l'autre parent est vraiment laissé seul. L'autre parent, il est vraiment... c'est à lui de se débrouiller, c'est à lui de faire les procédures. Si c'est clairement un kidnapping, il a 6 mois pour attaquer, pour dire que c'est un kidnapping international et faire une procédure. Si le kidnapping se fait de manière un peu douce, où on emmène l'enfant pour des vacances et puis on maintient le flou sur la relation, le délai est passé. Et après, le parent qui a emmené l'enfant dans son pays joue à domicile. C'est-à-dire que c'est la justice du pays qui va gérer la chose. Et le parent qui se retrouve exclu, lui, se retrouve acculé financièrement, et puis surtout, il ne sera pas aidé par son propre État pour essayer de faire respecter les droits de son enfant. Malheureusement, il n'y a pas de coordination entre les États de ce point de vue-là. Ce sur quoi la Cour européenne des droits de l'homme pourrait inciter les États justement à trouver des solutions, mais c'est malheureusement pas ce qu'elle fait, puisque au contraire, les recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut déjà faire toutes les procédures, et puis arrivé à la fin, il y avait 6 mois pour faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, pour des personnes qui sont victimes d'exclusion parentale et d'aliénation parentale, donc qui vont très mal personnellement, qui sont souvent dépressifs, et qui en plus financièrement sont déjà en situation très délicate, et il faut prendre une décision très rapidement, et il se trouve que justement, la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau modité ce délai de 6 mois qui a été réduit à 4 mois. Donc c'est une manière très efficace de ne pas avoir de dossier, de diminuer le volume de dossiers, et c'est une manière surtout très efficace d'invisibiliser des victimes et d'oublier des victimes sur le bord de la route. Et ça, je trouve que c'est totalement inacceptable. Et cette notion d'enlèvement est-elle vraiment reconnue? Parce qu'en France, on va nous répondre que les deux parents ont les mêmes droits sur les enfants tant qu'il n'y a pas eu de contractualisation de la séparation. Donc partir en vacances avec l'enfant, c'est pas un enlèvement. C'est ce qu'on nous dit un petit peu dans ce qu'on va déposer plainte ou autre. Est-ce que c'est pareil dans tous les États européens? Est-ce qu'il y a une uniformisation quelque part ou est-ce que c'est vraiment la
fête, chacun fait ce qu'il veut. Alors effectivement, partir en vacances avec un enfant, c'est très bien, mais le mot vacances détermine Des grandes vacances. Voilà. dans son essence même l'idée d'un retour. Oui. On ne part pas en vacances toute sa vie, voilà. Donc ça déjà, au bout d'un moment, c'est plus des vacances. Donc quand il n'y a plus de vacances, là il y a un problème. Et là, il faudra qu'effectivement il y ait une coordination entre les États qui est actuellement inexistante. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Maxime Villejobert. Maxime, on a oublié de dire que tu as fait partie de la deuxième marche avec Damien Meurant de l'égalité parentale, où vous avez, je crois, marché de Paris à Strasbourg. C'est bien cela, rafraîchis-nous la mémoire. Oui, exactement. Donc, on a marché de Paris à Strasbourg. Donc, on est parti de Paris pour la Bastille et on est arrivé à Strasbourg devant la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, c'est l'institution effectivement qui est censée faire respecter les droits de l'enfant. Donc la CIDE qui a été ratifiée par la France en 1989 et qui donne des droits aux enfants, notamment à la vie familiale, l'article 8 et 9, qui sont aujourd'hui très peu respectés en France. Malgré les textes européens de 2015 d'ailleurs, la circulaire qui a été signée au niveau de l'Europe, demandant à la France de traiter les non-représentations d'enfants systématiquement. Il est toujours pas fait en 2023. Donc à l'époque, il y avait déjà plusieurs demandes. Le fait de pénaliser les non-représentations d'enfants, les fameuses NRE, de lutter contre l'isolement géographique volontaire. Il y en avait une troisième. Gaël, tu en faisais partie aussi, je crois, d'ailleurs, cette marche. Oui, tout à fait. J'ai participé à cette marche. C'était une très belle aventure. J'avoue que le premier jour, on n'emmenait pas forcément large parce qu'on a fait des étapes jusqu'à 35 km. Et c'était assez chaud sportivement, voilà. Mais c'était une très belle aventure et je pense surtout le point d'orgue avec le dépôt de l'enterrement d'un cercueil des droits de l'enfant devant la Cour européenne des droits de l'homme a été un peu médiatisé notamment par France 3 Alsace. Je pense que ça permettait de parler du sujet, de parler de l'exclusion parentale, de parler de l'aliénation parentale. Parce qu'il y a des personnes malheureusement aujourd'hui qui prétendent que l'aliénation parentale, par exemple, n'existerait pas. Et ça c'est une extrême violence. C'est invisibiliser des victimes, c'est leur faire croire que ce qui leur arrive est de leur faute. Ça c'est totalement inentendable. C'est une extrême violence. Et oui, c'est un petit peu comme je fais un comparatif, quand une personne, on en parle, quand une personne se fait violer par exemple, on dit mais comment vous étiez habillé? Et on essaye de faire croire, certaines personnes essayent de faire croire de manière violente, perverse et manipulatrice que la tenue aurait justifié quelque chose. C'est inentendable, c'est une extrême violence. C'est exactement la même chose avec les personnes qui vous l'avez un peu cherché. N'existerait pas. Voilà. C'est une manière de charger des victimes. Alors, nous sommes dans les sciences humaines déjà par définition. Et dans les sciences humaines, il n'y a jamais 100%. Le 100% n'existe pas. Donc déjà, par définition, autant il peut y avoir des personnes qui sont violentes, autant il peut y avoir des raisons d'exclure certains parents. Ce sont des choses qu'on peut entendre dans des situations de conflit et de guerre. La guerre est sale par définition, donc il est hors de question de dire les mères ou les pères, on va dire les conflits familiaux, mais on ne peut pas dire que les choses se passent tout le temps à 100% de la même manière. Donc par définition, le fait de ne pas reconnaître l'aliénation parentale, logiquement, ça ne tient pas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous est commun à tous, êtres humains, femmes et hommes, ce sont les mécanismes psychologiques. Et les mécanismes psychologiques, justement, dans l'aliénation parentale, on est au cœur de mécanismes psychologiques, puisqu'on est face à un adulte, parfois entouré par d'autres, mais au moins un adulte, qui entraîne l'enfant dans un monde falsifié, dans un monde de contraintes perverses et violentes, et qui exerce sur cet enfant, du coup, une emprise psychologique. Et ça, les personnes qui sont toxiques, il n'y a pas plus d'hommes ou plus de femmes. Il y a des femmes toxiques, des hommes toxiques. Il y a des couples toxiques. Et voilà. Et le problème, c'est que l'enfant, déjà, on voit que l'enfant n'est pas en capacité de résister à une telle emprise, surtout qu'il est totalement dépendant du parent qui s'occupe de lui. Donc, on ne voit pas comment il pourrait résister alors que les adultes eux-mêmes n'arrivent pas à se protéger de relations toxiques par ailleurs. Oui, et d'ailleurs, je voulais rebondir à ce que Gaël dit. Aujourd'hui, dans les phénomènes, par exemple, sectaires, on reconnaît facilement l'emprise qu'on peut avoir sur des adultes qui eux-mêmes ont une conscience et arriveraient à se douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, des enfants qui n'ont pas cette notion de ce qui les entoure, c'est encore plus facile, je pense, que quelqu'un de les manipuler dans ce sens, quoi. D'accord. On l'a vu ici aussi avec Alain Bouregba, qui était spécialiste des relations, notamment
parental des personnes en prison, qui a beaucoup travaillé sur le lien parent-enfant au niveau des prisonniers. Il nous explique que l'enfant est un triptyque, il a deux composantes et qu'une fois que l'ancrage est fait par rapport aux parents, si le parent s'éloigne, il n'est plus présent, il va être soit idéalisé, soit diabolisé. Ce qui entraîne des dégâts phénoménaux par la suite parce que croire en des choses qui sont fausses, c'est le début en fait des problèmes psychologiques par définition. Donc l'aliénation parentale telle qu'elle est défendue par le psychiatre Bensoussan, par Marie-Estelle Dupont notamment, qui est passée dans notre antenne, qui est une victime de l'aliénation parentale, est quelque chose de destructif pour les enfants. Donc il y a vraiment un intérêt à faire en sorte qu'on garde le lien parent-enfant et qu'on s'entende entre États européens pour le faire. Oui, je pense aussi qu'on peut citer les ouvrages de Marie-France Rigoyen qui parlent justement des personnes à comportement toxique. Et dans l'aliénation parentale, justement, on est face à des parents qui sont atteints de perversion comportementale, qui ont des comportements toxiques. Et c'est ça, justement, l'essence et le fondement même de l'aliénation parentale. Bien souvent, on entend des juges faire croire que c'est un conflit parental. Non, c'est une relation toxique et un parent qui entraîne l'autre dans un conflit qu'il ne souhaite pas. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Il y a aussi un aspect dans les relations conflictuelles, la gestion des conflits familiaux en Europe, ce sont les services sociaux. Moi, j'ai énormément de retours qui me viennent de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, à l'époque d'Angleterre, de Suisse et autres, disant que les séparations conflictuelles entraînent une intervention des services sociaux et là, il n'est plus question de droits parentaux, il n'est plus question de rien et nous avons un problème. Est-ce qu'il y a une uniformisation, là aussi, sur le secteur de l'aide sociale à l'enfance, de la défense des droits de l'enfant, en fait, au niveau européen, ou est-ce que c'est chaque département qui fait un peu ce qu'il veut? Alors déjà, au niveau national, au niveau français, c'est l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, qui intervient et qui, comme on dit, à la date avait mauvaise réputation, donc on a changé le nom et un peu l'organisation, et puis maintenant l'ASE a mauvaise réputation. Moi-même, j'ai accompagné des parents victimes d'exclusion parentale et d'aliénation parentale devant des services de l'ASE, je les ai rencontrés, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de services de l'ASE qui malheureusement aujourd'hui sont en total dysfonctionnement, sont dans la toute-puissance, parce qu'ils ont un pouvoir qui est quasiment absolu, qui n'est pas remis en cause, le juge se repose sur eux. Certains services même décident de ne pas appliquer certaines décisions judiciaires. Donc des parents se retrouvent un peu esselés face à ces tâches. Oui, puis avant l'ASE, il y a l'AEMO, et avant l'AEMO, il y a les associations d'intervention. Donc il y a plusieurs étapes dans toutes ces protections de l'enfance. Alors là aussi, il y a beaucoup de différences. Il y a certaines ASE ou dans certaines ASE, certaines personnes qui font du bon travail, et d'autres où en fait les services sont vraiment dysfonctionnants, où certaines personnes sont dysfonctionnantes. Mais le fait qu'il y ait des retours comme ça de plusieurs pays, c'est une situation générale. Est-ce qu'on ne pourrait pas militer pour qu'il y ait un organisme de contrôle et de recours au niveau européen, tout simplement? Alors là, ce qu'on voit effectivement, là je parle de l'ASE, donc c'est vraiment franco-français, et on voit que déjà dans ce système franco-français, il y a des différences énormes entre départements. Oui, c'est vrai. Ce qui n'est pas normal. Et donc effectivement, entre pays, c'est encore plus aggravé par le fait que chaque pays a son système et qu'il n'y a pas de coordination entre ces différents systèmes pour voir quelles sont les pratiques. Mais justement, c'est l'occasion d'en parler, peut-être. C'est intéressant de voir ce que font les autres pays, comment ils s'organisent, et d'avoir un système européen d'échange, et de connaissances. Et encore une fois, d'homogénéiser les comportements, les règles, faire des systèmes de recours, de contre-pouvoir. Alors effectivement, dans un système démocratique, je pense que la transparence et la capacité naturelle des associations à intervenir pour voir ce qui est fait, notamment par l'ASE, devrait être naturelle. Je peux vous dire que moi, intervenir auprès de l'ASE pour soutenir un parent, ça a été quelque chose de compliqué et on nous a bien fait comprendre qu'on nous a un honneur de nous recevoir. Je pense que ça va être tout simplement naturel dans un système démocratique et transparent. D'ailleurs, il me semble que les jugements aux vidéos n'ont pas le droit d'être filmés, par exemple. Ils n'ont pas le droit d'être filmés. Donc c'est vrai qu'au niveau de la transparence, il n'y a rien du tout de transparent. C'est-à-dire que tout se fait à huis clos. C'était très très compliqué de comprendre pourquoi ça ne va pas. Oui, il y a beaucoup de choses cachées, puis il n'y a pas de recours, c'est vrai. Alors donc, pour conclure, quelles sont les échéances, les étapes, les dates qui vous attendent dans la création de cette liste? Alors là, actuellement, on est vraiment en charge de candidats et de candidates. On est en train de prendre les noms, d'expliquer le projet aux différentes personnes que l'on contacte, ou les personnes qui nous contactent. Et donc, on est vraiment en train de faire la liste. Après, une fois qu'on aura cette liste-là, on aura aussi un projet d'affiche, une Maxime, après une très belle affiche, donc qui sera diffusée prochainement. Après ces étapes-là, on va commencer à communiquer massivement sur les réseaux et dans le délai imparti l'année prochaine, donc en 2024, on devra confectionner les dossiers un par un, c'est-à-dire que chaque personne fasse le dossier manuscrit avec signature de la charte, avec signature du bon CERFA, avec la mention obligatoire, pour qu'on puisse déposer en temps et en heure une liste complète à temps
pour participer à ces élections européennes de 2024. Et je suppose quelques événements en ligne et éventuellement quelques événements tout court. Oui, alors bien sûr, on va organiser des événements en ligne et des événements en présentiel, on va dire, dans différents lieux. Ça, c'est en train d'être continué d'être organisé. C'est quelque chose qui va permettre aussi de mobiliser et de rencontrer des personnes pour cette liste. Très bien. Eh bien, écoutez, mes amis, nous suivrons tout cela de près dans notre actualité. Et puis, nous vous souhaitons bon courage pour ce qui est quand même un gros travail qui s'annonce. Donc, merci beaucoup et surtout une grande pensée à toutes les personnes qui vivent ces situations, aux enfants et aux mères et aux pères qui sont privés de leurs enfants. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Entre leurs mains, il y a la chaleur. Entre leurs mains, il y bat mon cœur. Entre leurs mains, elle accueille la douleur. Entre leurs mains, elle oublie ses peurs. Je suis née ce matin entre leurs mains. Je n'ai jamais eu faim entre ses seins. J'ai senti des frissons entre les reins. Je connais cette chanson, couplet, refrain. Entre leurs mains, ni hier ni demain. Entre leurs mains, aujourd'hui c'est bien. Entre leurs mains, le présent m'appartient. Entre leurs mains, je choisis mon chemin. Je suis née ce matin entre leurs mains. J'avais chaud, j'étais bien entre ses seins. Donne-moi des frissons entre les reins. Chante encore la chanson, couplet, refrain. Je suis née ce matin entre leurs mains. Je n'ai jamais eu faim entre ses seins. J'ai senti des frissons entre les reins. Je connais cette chanson, couplet, refrain, entre leurs mains. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.